vraiment très, très heureux de pouvoir dire quelques mots sur, au fond, le rôle des innovations sociales dans la transition écologique, notamment dans le domaine ou les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, qui, je crois, est un domaine tout à fait clé. Et je voudrais naturellement remercier Crédal pour son invitation, mais surtout dire que penser à investir dans la transition il y a 30 ans, c'est tout à fait remarquable et visionnaire. Et nul doute qu'en 1984, peu d'entreprises ou d'initiatives pouvaient se targuer d'avoir été aussi visionnaires. Alors, la question de l'agriculture et de l'alimentation, dans ce contexte, joue un rôle central. Si l'on examine, par exemple, les études qui sont faites sur les différents caps écologiques que nous sommes en train de franchir, ou limites écologiques que nous sommes en train de franchir, l'on voit que plusieurs d'entre ces limites qui sont en train d'être franchies sont en fait directement liées à la manière de produire et de consommer. Ce tableau est un tableau tout à fait célèbre, produit par Johan Rockström et des collaborateurs de l'Université de Stockholm. Et ils ont montré en 2009, au fond, l'espace dans lequel il était raisonnable de demeurer, qui est représenté par le cercle vert ici sur cette représentation, et les différentes limites écologiques que nous étions en train de franchir pour les données dont nous disposions en tout cas, ou au regard des données dont nous pouvions disposer. Et quelles sont les limites qui sont notamment en train d'être franchies? C'est d'abord la biodiversité qui est en train de s'épuiser. On a la possibilité, au regard du rythme naturel de renouvellement des espèces végétales et animales, de perdre 10 espèces par million d'espèces chaque année. On en perd aujourd'hui 100 par million d'espèces chaque année. C'est donc un rythme de destruction de la biodiversité qui est 10 fois plus important que ce que nous devrions pouvoir tolérer. Ceci notamment étant lié au développement des monocultures. Deuxième limite que nous sommes en train de franchir, c'est évidemment le changement climatique. Les choses se sont bien évidemment aggravées depuis 2009. Nous sommes aujourd'hui, et Jean-Pascal Van Ypersele l'a rappelé, au-delà des 400 particules par million de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et l'agriculture a raison non seulement de l'extension des pâturages et des cultures, mais a raison aussi de l'utilisation d'engrais azotés et de la mécanisation de l'agriculture, est responsable pour une part considérable de cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment par la diffusion d'oxyde nitreux dans l'atmosphère liée à l'usage d'engrais chimiques. Et puis, troisièmement, nous sommes aussi en train de franchir une limite dans le cycle de l'azote. Nous retirons de l'atmosphère plus de 3 fois plus d'azote que nous n'en remettons naturellement, et ceci notamment pour produire des engrais chimiques. Et là encore, c'est les processus d'industrialisation de l'agriculture qui sont responsables de cela. Ce que je veux dire par là, et on pourrait évidemment parcourir tout le cercle, c'est que l'agriculture, l'alimentation, nos manières de produire et de consommer ont une place tout à fait importante dans ces débats sur l'écologie. Or, la transition écologique. Or, en fait, quand on remonte le fil des parce-que, le fil des causes de la situation où nous nous trouvons, nous voyons que c'est une certaine industrialisation des chaînes de production, de transformation et de distribution dans le secteur agroalimentaire qui est en réalité responsable de ce phénomène. Nous avons développé, d'abord, à partir des années 1920 et 30, quand on a diffusé de manière très large les engrais azotés par la mise au point d'un système de synthétisation de l'azote de l'atmosphère, mais surtout depuis les années 1950, avec le paradigme productiviste qui s'est mis en place à l'époque, nous avons développé des chaînes de production, de transformation et de distribution dans l'agroalimentaire qui débouchent sur ce que j'appelle une économie alimentaire low cost, c'est-à-dire qui coûte cher à la collectivité en termes sociaux, environnementaux et de développement rural, mais qui permet d'écouler un très grand nombre de calories à bas marché sur les marchés, à bas prix sur les marchés, en externalisant en réalité ses coûts pour la collectivité. Et cette économie alimentaire low cost, elle se caractérise par une rémunération faible, surtout pour les petits producteurs, une rémunération faible pour les travailleurs agricoles, des subsides absolument irrationnels allant notamment à l'utilisation des
des énergies fossiles dans la production et la transformation alimentaire, et des subsides à la production de soja, de maïs, de blé, qui sont en fait des intrants pour l'industrie de transformation agroalimentaire. Et cette économie agroalimentaire low cost débouche sur des conséquences sociales, environnementales et de santé publique qu'on ne peut plus aujourd'hui négliger. Impacts environnementaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je l'ai évoqué, en termes de dégradation des sols liés aux monocultures et à l'utilisation excessive d'engrais, réduction, je l'ai évoqué également, de l'agrobiodiversité. Mais des impacts aussi sociaux avec la disparition des petites entreprises ou des petites exploitations familiales, liées au fait que dans notre système, l'on récompense les économies d'échelle et les producteurs de taille moyenne et de grande taille qui peuvent entrer dans les chaînes de transformation mondiale et à grande échelle, et puis des impacts enfin en termes de santé publique, avec aujourd'hui un consensus qui s'établit au sein de la communauté scientifique pour dire que c'est l'alimentation transformée, l'excès de notre dépendance sur des produits alimentaires fortement transformés, qui est la cause de toute une série de maladies, des diabètes de type 2, des cancers gastro-intestinaux, des maladies cardiaques liées à nos régimes alimentaires qui sont encouragés dans ce système. Alors, la crise se joue sur le plan écologique, mais aussi sur le plan de la santé publique et sur le plan social. Et d'une certaine manière, c'est une opportunité, puisque derrière le besoin de transformer les systèmes agroalimentaires se retrouvent beaucoup d'acteurs qui n'ont pas généralement l'habitude de travailler ensemble. Sur les questions environnementales se mobilisent naturellement les ONG environnementales, mais aussi naturellement la communauté scientifique. Sur les enjeux sociaux se mobilisent les syndicats de travailleurs, les organisations de producteurs en particulier. Et sur les impacts de santé publique se mobilise la communauté des médecins, les politiques qui doivent se soucier, et ils s'en soucient, du coût exorbitant pour la santé publique que représente la progression très rapide de l'obésité et du surpoids dans nos sociétés, avec toutes les maladies non transmissibles qui s'y trouvent liées. Il y a donc, d'une certaine manière, une opportunité à saisir grâce à la gamme des personnes concernées au sein du monde associatif, mais aussi au sein de la communauté scientifique et au sein de plus en plus de la communauté politique. Reste à savoir comment cette transition va s'effectuer. Et là, je voudrais suggérer qu'il y a au fond une approche qui est classique, mais qui vient au fond de l'idée que les innovations nécessaires à la transition écologique doivent être pensées comme des innovations technologiques. On a un génie qui travaille dans son coin, un Thomas Edison ou un Archimède qui mettent au point une nouvelle technique, un nouveau processus, et qui, lorsque l'opportunité se présente, va faire adopter sa technologie, son invention, par le système mainstream, le régime dominant. Et en réalité, cette manière de concevoir la transition écologique me paraît problématique. Elle n'a pas fonctionné jusqu'à présent, en dépit de toute l'insistance qu'on a mise, certainement depuis le sommet de la Terre de 1992, sur la croissance verte et la nécessité de technologies plus propres. L'on n'a pas réussi à avoir une croissance suffisamment plus faible en carbone pour compenser l'augmentation de la population et l'augmentation des revenus et donc de la consommation matérielle qui s'y trouve liée. Ou pour dire les choses autrement, on a pu croître de manière plus verte depuis 25 ou 30 ans, c'est vrai. On gagne à peu près 0,7% par année en termes de réduction de gaz à effet de serre par point de PIB gagné, mais ceci n'a pas compensé l'augmentation de la consommation et l'augmentation de la population. Et donc, ce pari de la croissance verte des technologies propres n'a pas, jusqu'à présent, fonctionné. Et ceci d'autant plus que nous assistons à toute une série de verrouillages qui rendent la transition très difficile si on s'en contente de parier sur la technologie. Des verrouillages qui peuvent se répartir en 4 catégories. D'abord, il y a des verrouillages techniques. On a des infrastructures, des technologies qui ont été développées, les moyens de stockage, de communication, les machines utilisées dans l'agriculture, etc., pour les exploitations de très grande taille, pour la production de monocultures, pour, au fond, transformer les agriculteurs en fournisseurs de matières premières
pour l'industrie de transformation agroalimentaire. Et ceci va être un premier verrouillage extrêmement difficile à débloquer. Deuxième verrouillage, c'est des verrouillages socio-économiques. Nous avons récompensé les grands acteurs qui ont capté les subsides, qui ont réalisé les économies d'échelle, qui sont les plus compétitifs et face auxquels il est très difficile de faire émerger des acteurs alternatifs de plus petite taille. Des facteurs socioculturels, troisièmement. Nous avons des modes de vie pressés. Nous n'avons plus le temps de cuisiner, d'ailleurs de manger en famille ou ensemble. On a oublié la dimension de la convivialité dans l'alimentation. Et l'on a au fond des régimes alimentaires qui sont parfaitement adaptés à des types de vie qui sont de plus en plus individualistes et dans le temps restreint, pressé. Ce facteur-là va être lui aussi très difficile à déplacer. Et puis, quatrième facteur, c'est que les acteurs gagnants du système actuel ont acquis des positions dominantes qui leur permettent d'exercer un droit de veto sur tout changement significatif. Ce sont des facteurs sociopolitiques ici qu'il faut encore mentionner. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, au cours des 6 années qui viennent de s'écouler, où j'ai travaillé sur la question du droit à l'alimentation, j'ai changé de manière assez radicale ma manière de concevoir la possibilité d'un passage vers des systèmes alimentaires plus durables. J'avais cru en l'État, j'avais cru dans des instruments comme la réglementation, les contraintes réglementaires, la fiscalité plus verte, et je crois que c'est encore des instruments extrêmement importants. Mais je crois que l'État est limité dans ce qu'il peut faire et que les solutions qui sont imposées top-down ne sont pas des solutions qui sont nécessairement les plus durables et les plus prometteuses. Alors, est-ce que les transitions à partir des acteurs du marché, par des labels, par des codes de conduite, par des standards, par des mesures qui permettent aux grands acteurs de mieux inciter leurs partenaires à respecter un cahier des charges, est-ce que cela est plus prometteur ? Là encore, on bute sur des obstacles, et notamment la nécessité d'augmenter les profits au bénéfice des actionnaires dans une économie de plus en plus financiarisée. Alors, il reste une troisième piste qui, à mes yeux, est tout à fait sous-explorée, en dépit de son potentiel très considérable, c'est la transition conduite par les citoyens à partir des innovations sociales, à partir notamment de systèmes agroalimentaires alternatifs qui permettent à chacun, à chacune, de changer sa position, de n'être plus simplement producteur, consommateur, distributeur, mais de se repositionner comme citoyen par rapport aux rôles sociaux, économiques qu'il ou elle occupe. Et je voudrais en donner quelques exemples qui sont tirés de ce que fait Crédal. Et c'est avec grand plaisir que je voudrais mettre en avant 3 exemples qui sont des exemples que Crédal a soutenus et continuera certainement de soutenir. Ceci n'a rien à voir, c'est une image des jardins potagers communautaires développés à Montréal, au Québec, mais qui est illustratif du fait que c'est un mouvement mondial de révolution silencieuse, d'innovation sociale, qui est en train de se mettre en place et de se développer. Mais ici, premier exemple, le début des haricots, qui se bat pour... y en a-t-il dans la salle ? Voilà, vous en êtes. Il y a donc des représentants du début des haricots dans la salle qui se battent depuis des années maintenant pour, en région bruxelloise, inciter à des liens plus étroits entre la production et la consommation, le passage à une agriculture paysanne et à des systèmes agroalimentaires locaux, par exemple à travers des GASAP, des groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne, qui sont l'équivalent des AMAP en France, qui se sont développés eux aussi au cours de la même période, et qui encouragent l'agriculture agroécologique, y compris dans des initiatives urbaines, des potagers urbains, tout près de chez moi d'ailleurs à Ixelles. Deuxième exemple, Caricol, qui est au fond la branche belge du mouvement international Slow Food, et qui encourage au fond la relocalisation de nos habitudes alimentaires en mettant en avant les liens entre la préservation de la biodiversité locale, la préservation des saveurs locales et les habitudes ou la culture culinaire plutôt qu'on est en train très rapidement de perdre et qui réinsère, je crois que c'est tout à fait essentiel, l'alimentation dans ses dimensions de convivialité, de culture et de plaisir. Alors que beaucoup des
des nutritionnistes que j'ai pu côtoyer au fil des années ont tendance à voir de plus en plus, malheureusement, l'alimentation comme une sorte de médicament dont il faudrait améliorer, si vous voulez, les composantes chimiques pour déboucher sur des meilleurs résultats en matière de santé. Je pense qu'il y a une autre piste qui est plus prometteuse et qui est plus durable, qui est celle que Slow Food propose. Troisième exemple, Terre en Vue, une association sans but lucratif qui recourt notamment à du financement alternatif par le crowdfunding pour permettre de favoriser l'accès de jeunes agriculteurs à la terre et permettre aux fermes d'être transmises de génération en génération. C'est tout à fait important pour que des jeunes agriculteurs voulant pratiquer une agriculture différente puissent se lancer compte tenu de la spéculation sur la terre et des prix exorbitants que représente aujourd'hui l'achat d'une ferme. Donc, toutes des innovations sociales qui illustrent, si vous voulez, un mouvement extrêmement large qui se diffuse en Belgique, mais à travers l'ensemble de l'Union européenne. Et vous avez ici une petite idée du rythme de cette diffusion. C'est un graphique qui est présenté en 2013 qui montre combien, depuis 5 ou 6 ans, vous voyez se multiplier les initiatives de transition, ici, qui se placent sous le modèle de la ville anglaise de Totnes, avec les villes en transition qui développent des communautés locales résilientes dans cette direction. Alors, pourquoi est-ce important? Je terminerai par là, Bernard Orenbeek, avec mes excuses pour avoir été aussi long. C'est important pour 4 raisons. D'abord parce que cela favorise l'émergence de nouveaux modèles économiques. Et je suis certain que Éric de Queulenard va pouvoir en dire davantage. Nous avons besoin de réfléchir à une économie différente. Non seulement une économie qui est plus efficiente dans l'utilisation qu'elle fait des ressources, non seulement une économie qui recycle les déchets, ce qu'on appelle l'économie circulaire, non seulement une économie qui mise sur le partage des services et l'allocation des services plutôt que sur la possession de biens matériels, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, mais aussi une économie du partage, où, au fond, l'on n'a pas seulement le profit, la minimisation des coûts comme objectif du système économique. Et il y a des initiatives de plus en plus nombreuses qui partent de cette économie de la convivialité, du partage, qui se mettent en place dans l'ensemble des régions du monde dont j'ai pu être le témoin dans certains pays. Et c'est tout à fait encourageant de voir que beaucoup d'innovations sociales contribuent, au fond, à définir un nouveau paradigme de développement économique. Deuxième raison pour laquelle ces innovations sociales sont importantes, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Jean-Pascal Van Ypersele rappelait le crédit dont nous disposons encore en termes de tonnes d'équivalent CO2 que nous pouvons encore déposer dans l'atmosphère. Il est vital de changer plus vite que nous ne le faisons jusqu'à présent. Et nous savons que les technologies propres, les technologies vertes, ont été développées, mais que les technologies qui vont devoir être développées dans l'avenir vont être beaucoup plus difficiles à mettre au point. Je veux dire par là que le coût marginal de chaque innovation technologique supplémentaire va être beaucoup plus important. On a déjà inventé tout ce qu'il était facile d'inventer. Il faut donc miser davantage sur les innovations sociales, sur les changements de style de vie, sur l'inventivité considérable des personnes qui veulent se mobiliser et qui regardent autour d'elles et se demandent ce qu'il peut faire, chacun dans son environnement immédiat pour changer les choses et que, de proche en proche, ces initiatives puissent se diffuser. Troisième raison pour laquelle ceci est important, je l'ai dit, c'est que ça amène des changements de rôle, une responsabilisation de chacun. Voici l'image que beaucoup d'entre nous avons de la chaîne alimentaire. Ça va des fournisseurs d'intrants aux consommateurs, en passant par les agriculteurs et agricultrices et les industries de transformation et de distribution agroalimentaire. Et nous sommes chacun des maillons d'une chaîne. Maillons, nous ne pouvons rien changer. Nous ne pouvons que faire un petit peu mieux ce que nous faisons comme producteurs, consommateurs, distributeurs. Mais les innovations sociales que j'ai à l'esprit obligent chacun à se repositionner dans le système, à se définir non pas seulement comme consommateur, mais comme en lien aussi avec la production, comme pouvant choisir ses circuits de distribution, comme devant réinventer le système agroalimentaire dont il dépend. Et ceci est très important parce que nous savons que seuls les changements d'attitude pourront être une réponse durable aux défis écologiques, dont celui du changement climatique qui a été présenté par Jean-Pascal Van Ypersele. C'est seulement par des changements de comportement que nous allons pouvoir faire un progrès suffisamment rapide. Et aujourd'hui,
les psychologues mettent en avant les difficultés que nous avons à faire ce changement de cap, notamment parce que toutes les informations excellentes que les scientifiques nous donnent ne suffisent pas à provoquer le changement de mentalité qui est exigé. Nous avons une capacité inouïe à refuser de voir la réalité. Jean-Pascal évoquait tout à l'heure l'autruche qui se plonge la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité. Les psychologues montrent notre capacité à ne pas véritablement comprendre les informations, pas par manque d'intelligence, pas par manque de graphique, pas parce que les rapports du GIEC ne sont pas assez volumineux, mais parce que nous avons une difficulté à traiter véritablement d'informations qui nous placent dans une situation d'inconfort par rapport à nos routines quotidiennes. Et ces innovations sociales sont précisément ce qui peut faire changer les choses. Et enfin, dernièrement, je terminerai par là, j'aurais été plus loin avec mes slides révisés d'ailleurs, donc on l'a échappé belle finalement, en disant ceci, c'est que les innovations sociales ont aussi une contribution importante à faire du point de vue démocratique. Je veux dire par là que être consommateur, même responsable, être électeur, même responsable, c'est être 2 fois rien ou très peu de choses. Influencer la décision est important et il faut la démocratie et participative si possible, mais prendre en main ces innovations sociales, choisir son propre destin, c'est encore plus important. Non seulement participer à la décision, mais décider. Je vous remercie.